des demi-vérités, des vérités ou des mensonges complets qu'on peut rencontrer ici et là, dont se servent les gens de sa catégorie ou les gens de son camp pour gonfler le ballon. Ils arrivent à faire d'une... Son camp, elle n'est pas de l'opposition, hein. Je pense qu'elle... Quel camp alors? Ah ben je sais pas, elle n'est pas de la majorité non plus. Je pense pas qu'il y ait un centre. Bref, c'est un autre débat. Donc, cette capacité qu'il y a à prendre des faits divers ici et là, des situations particulières ici et là, et gonfler et de faire d'une balle de tennis un ballon de basket. C'est exactement ce que nous venons de vivre. Sans réflexion. Et la personne qui vous vend ça est censée être intellectuelle. Mais dans la phrase suivante, elle vient vous dire qu'elle a fait toute sa scolarité au Gabon et qu'elle était à Kouaben, elle était dans une classe de 30 personnes. Alléluia. Alors, au lieu de réfléchir à savoir comment ça se fait que le même Gabon, le même pouvoir, le même système est parti de 30 à 100, elle vient dire, ouais, Ali Bongo, je l'ai soutenu, mais regardez, aujourd'hui, il y a 100 personnes par élève, et on y est allé des élèves au stade de l'amitié, on y est allé du couplet des 3 élèves sur une table banc, on y est allé de ceci et de cela, pour jouer avec l'émotion des gens. Tout simplement. Alors, je vous répète, ce livre n'est pas une œuvre littéraire, ni une œuvre scientifique, ni une œuvre politique. C'est un tissu de haine, un tissu de mensonges. Et si on pouvait s'en départir. Laissez-moi la situation. La situation, quand on arrive à se départir de la bouillabaisse dans laquelle on essaye de décrire le Gabon comme étant le dernier pays de la Terre, quand on arrive à se départir et qu'on s'élève, tel que j'espère qu'on le fasse dès maintenant, parce que je pense que j'ai encore un peu de temps de parole en retard, je vais l'utiliser si vous voulez bien, pour essayer d'élever le débat. La bonne question, le bon positionnement qu'on aurait pu avoir, c'est de se dire comment ça se fait que une dame autour de 50 ans, peut-être un peu moins de 50 ans, je me trompe à vous. Bon, bref, excusez-moi. De votre génération, monsieur Apperano, comme vous le voyez, j'ai fait de brillantes études, j'ai eu mon bac à 18 ans, je ne suis pas vieille. Elle a encore mal compris. Bon, alors, donc, une jeune dame voilà. qui ne sera jamais vieille, qui a fait son bac au Gabon dans une salle... je m'efforce. Je m'efforce, mais c'est difficile. Vous n'avez pas lu? Je m'efforce, je ne veux même pas m'approcher de ce livre. Donc, je disais donc avant d'être interrompu, je suis quelqu'un de voilà, les compromis et moi, ça fait deux. Voilà. Quand la situation des Gabonais, telle qu'on peut, mettons un peu de réflexion. Tout à fait. Alors moi, je voudrais devant les caméras, puisqu'on est regardé au Gabon, on est en France, oui. On est regardé en Afrique, je voudrais devant les caméras qu'on parle des Gabonais, des Africains, bien, qui sont pris en otage par des pouvoirs, par des régimes qui sont essoufflés. Ça, c'est pas propre au Gabon, hein, ce qu'on vit. Mais je voudrais qu'on parle des Gabonais qui vivent à la déchetterie de Mindoubé. J'aimerais qu'on comprenne comment des Gabonais, dans un pays immensément riche, peuvent vivre dans une déchetterie. Mindoubé, je pense que c'est encore un cimetière. C'est un cimetière. Il y a une partie du cimetière et il y a une partie de la déchetterie. Comment, en 2016, alors, je vais vous faire... peuvent vivre dans une déchetterie, alors, dans un Gabon émergent. Bah, alors, je vais, si vous permettez, si vous permettez, je n'accepterai pas tes questions. Expliquez aussi comment de 30 à 100 élèves, quand un pays est censé progresser. Si on peut, je pense que je ferai un global avec les deux questions que vous m'avez posées. Livrons-nous à un peu de réflexion. Nous partons d'une situation, moi j'ai 52 ans aujourd'hui, j'ai fait ma scolarité à Port-Gentil et je n'ai jamais été dans une classe de plus de 25. Bon, je pensais que c'était le même cheminement pour Madame Dong. Elle nous a divertis un peu sur son âge, mais revenons sur les ordres de grandeur parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oh là là. Mais de quel droit vous
vous parlez de mon âge à la télé. Et quand je vous dis que je n'ai pas 50 ans, vous parlez de divertissement. Et c'est vous qui parlez d'élever le débat et vous parlez d'honnêteté. Monsieur Apirano, s'il vous plaît. Monsieur Apirano. Déjà, vous il n'y a pas eu un clash. Il n'y a pas eu un clash quand j'ai parlé de... Parce qu'il y a un temps. J'essaye de mettre les choses dans le temps. Mais ne me donnez pas... J'essaye de mettre les choses dans le temps. Je m'efforce de me faire comprendre sans être interrompu à tout bout de champ lorsqu'on ne comprend pas mon propos. Dès lors que je n'atteins même pas la moitié de mon propos. Bon, alors, si je peux aller jusqu'au bout de mon propos, même quand je parle de choses comme l'âge des femmes, parce que il s'agit, sans être discourtois, ne me faites pas de faux procès. Quand je parle d'âge, c'est simplement parce que cette dame nous a dit qu'elle a été dans une classe où elle a été à 30 ans, où ils ont été 30 dans leur classe, dans la salle de classe. Il s'agit pour moi de savoir à quel moment la chose s'est faite. Voilà pourquoi. Bon. Eh bien voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne veux pas être discourtois ni manquer de respect à qui que ce soit. Donc maintenant, nous savons que quand j'ai parlé d'âge, c'était simplement pour situer la chose dans le temps. Maintenant qu'elle a eu l'opportunité de constater que la même classe aujourd'hui est confrontée à une centaine d'élèves, je me dis de deux choses l'une. Soit les salles de classe ont été détruites, soit il y a eu une démographie telle que l'offre de salle de classe n'a pas fait face. Soit c'est les deux, soit c'est la deuxième proposition. Et moi, en tant que politicien, je ne peux pas me départir de la chose suivante. L'observation suivante. Quand Ali Bongo Ondimba prend le pouvoir en 2009, qu'est-ce qu'il dit ? Quand on lui propose même d'organiser le fameux dialogue national inclusif, il dit, écoutez les mecs, je ne le ferai pas, je ne l'organiserai pas. Pourquoi ? Parce que depuis plus de 20 ans, dans ce pays, on ne fait rien d'autre que de palabrer. Il serait peut-être temps qu'on se mette au travail à construire ce pays. C'est comme ça qu'il met en place le plan stratégique Gabon émergent qui s'appuie principalement sur la construction des infrastructures. Infrastructures, ça veut dire les routes, les hôpitaux, les écoles, les moyens de communication, l'eau, l'électricité. C'est là qu'il a mis l'accent, parce qu'il était conscient de cette situation. Alors, au lieu de venir se gargariser, à dénoncer les élèves ici, non, mais laissez-moi aller jusqu'au bout, Eugénie, laissez-moi aller jusqu'au bout. Donc, au lieu que Madame Dong et ses amis viennent nous rabaisser le débat politique à coup d'exemples par-ci dramatiques, du reste, mais bon, avec une exploitation politique derrière, à coup de situations dramatiques par là, à coup de faits divers à gauche et à droite, mais que cette population gabonaise de France qui est censée être intellectuelle regarde la chose avec un peu plus d'acuité et afin d'apporter des solutions. Voilà, donc moi je dis que pendant 19 ans, de 1990, de la conférence nationale de 1990, qui a vu arriver un nouveau système, parce que ce n'était plus le parti démocratique gabonais, parti unique, qui a dirigé à partir de 1990, c'est un système qui a été d'une stérilité innommable. Voilà. Ce système, pendant 19 ans, jusqu'à l'arrivée d'Ali Bongo Ondimba, a été capable de détruire tout ce qui a été fait avant. Sinon de vendre. Dire que le PDG, au moment du PERC, c'était un mauvais système, c'est ça? Non, écoutez-moi bien. Non, mais comprenez-moi bien. Moi, je note que de 1990 à 2009, Air Gambo est tombé. Donc c'est l'ouverture démocratique au Gabon comme en Afrique. Ce nouveau système, c'est un grand événement politique. 1990 au Gabon, c'est la conférence nationale, c'est le multipartisme, c'est l'ouverture démocratique. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement de 1990 à 2009? Rien.
Les hôpitaux sont tombés, manque de maintenance. Les routes ont été toutes trouées, manque de maintenance. Aucune école de construite. Air Gabon est tombé. Gabon Télécom a été vendu. Il n'y a rien eu d'efficace, de créé. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des élèves à centaines par centaines dans une classe. C'est la démographie qui n'a pas été suffisamment anticipée. Sur ce point, elle l'a noté, il faut bien le noter. Malheureusement, elle le dit. Sur ce point, elle a raison. Mais ça dépend comment elle le dit, parce que le paquet dans lequel elle englobe la chose, je le dénonce, et c'est ça qui descend le débat. Est-ce que vous comprenez? Donc, je répète, de 1990 à 2009, rien de concret n'a été construit au Gabon, ça n'a été que de la palabre. Ça n'a été que de la palabre. Économiquement... De 2009 à 2016, qu'est-ce j'aurais préféré... Honnêtement, j'aurais préféré ne pas m'enorgueillir de la statistique. Faites-le. Non, mais j'aurais préféré, je vais le faire, mais j'aurais préféré ne pas avoir à m'enorgueillir avec cette statistique qui dit que en 6 ans, le président Ali Bongo Ondimba a construit autant de routes qu'en 42 ans. J'aurais préféré ne pas m'enorgueillir. Voilà. Mais la situation est celle-là. Et là, je parle de route, mais la statistique est la même pour les salles de classe, pour les hôpitaux, pour tout ce qui concerne les infrastructures. Alors donc, s'il vous plaît... De 2009 à 2016, aujourd'hui, Ali Bongo Ondimba a fait beaucoup mieux que du temps de son père. Mais écoutez, je vais même rebondir sur ce qu'elle a dit. Puisqu'elle a dit il n'a réalisé que 30% de ses promesses. Je dis alléluia. Si 30% des promesses, 30% ça dépend, hein, parce que 30% de 10 euros, c'est 3 euros. 3. 30% de 100 euros, c'est 30. Bon, donc ça dépend quel est le chiffre auquel on adosse le pourcentage. Ce n'est pas tout de venir dire avec toute la mauvaise foi dont on peut faire preuve qu'il n'a réalisé que 30% de son... Oui, bon, d'accord, mais 30% de quoi, concrètement? D'accord? Alors, donc, 30% de réaliser, c'est le double des routes. C'est tous les hôpitaux rénovés. C'est des salles de classe construites dorénavant. C'est Internet au débit. C'est l'eau qui est maintenant à volonté avec une démographie qui a pratiquement doublé. Parce que n'oubliez pas que de 90 à 2016, la démographie a pratiquement doublé. Nous sommes 1 million, pratiquement un peu plus d'1,5 million. On va vers 1,8 million d'après le dernier recensement. Voilà. Gabonais de souche. Oui. Gabonais de souche, je ne peux pas vous dire, mais nous sommes 1,8 million Gabonais actuellement. Donc, le Gabon a fait face à une démographie qui n'a pas été suffisamment anticipée par... Absence de vision, mais regardez, je vais être un peu plus méchant, puisque maintenant, je vais prendre un peu d'avance dans le temps de parole, je pense. Aujourd'hui, nous sommes combattus par des personnalités politiques qui refuse le changement tel que Ali Bongo Ondimba le propose. Ils quittent le PDG parce qu'ils ne sont pas d'accord. Bon, moi je veux bien que la gestion sentimentale du père, parce qu'il faut bien l'appeler comme ça, le père avait cette sagesse africaine qui faisait qu'on disait de lui qu'il gérait le Gabon, comment dire, comme on gère un village. Et pour cause, ça a été sa formation de base. Bon. Il pouvait se le permettre, et bien lui en a pris. De toute façon, c'est quelqu'un que je porte sur un grand piédestal, Omar Bongo Ondimba. Hein. Voilà, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli au Gabon sur le plan politique est indescriptible. Voilà, il nous a préservé de beaucoup de désordre. Bon, mais sa gestion était sentimentale, on va dire. Consensuelle, tu as un problème, tu viens, on s'assoit. Hein. C'est au Gabon qu'on dit que les opposants commencent dans la rue et finissent au château. Bon. Avec toutes les commodités, les souplesses qu'on peut envisager du point de vue budgétaire, monétaire et autres. Ce sont des choses dont s'accommodaient les barons du régime à l'époque. Ben, choses qu'ils n'ont plus vues avec Ali Bongo Ondimba. Et c'est pour ça que vous avez tous ces troubles-là dans ce milieu. Vous reconnaîtrez que le trouble n'existe que dans ce milieu. Tous ces départs est causé par le fait que le changement dans la gestion, aussi bien de la chose politique que de la chose gouvernementale, est accompagné d'une rigueur à laquelle il n'était pas habitué. Alors, qu'il soit mécontent, c'est une chose, mais regardons le résultat. Si le résultat, c'est des infrastructures qui se multiplient, moi je prends.
que je ne m'entende pas ou que je n'aime pas et qu'il y ait une légion étrangère et que ceci, cela, ce n'est pas ça que le Gabonais veut. Le Gabonais veut rouler sur une route où il n'y a pas de trou, où il y a des panneaux. Le Gabonais veut se faire... Mais c'est légitime, mais c'est ce qui est en train de se faire. C'est ce qui est en train de se faire. Et qu'est-ce qu'on reproche au monsieur qui fait ça? Oh, il est en train de... il ne dirige pas comme le père, il n'a pas la même intelligence. Ben non, il a plus de rigueur que le père. Et c'est comme ça que nous saurons que, comment dire, le changement est en cours. Et donc, tout à l'heure, si vous voulez bien aborder cet aspect important de la vie politique du Gabon, c'est que tous les changements qui sont en train de s'opérer sont... Ben, c'est salutaire pour nous. Moi, je prends ça comme exemple. Je dis, ben voilà, le changement, tous ces troubles, c'est la preuve de ce qu'il y a des changements profonds qui sont en train de s'opérer au Gabon au niveau de l'État, au plus haut niveau de l'État. Et j'espère que nous en parlerons plutôt que de parler des enfants à Mindoubé et des 100 élèves dans une classe. Merci beaucoup. Ah, mais c'est ça aussi qui est important. Alors, ce n'est pas pour vous mettre davantage en colère, monsieur Aperano, mais voici ce que Laurence donc écrit au sujet donc, du PDG. Vous êtes là pour y répondre puisque vous êtes le premier responsable de ce parti en France. La fédération, page 52, hein, la fédération n'est pas capable de mobiliser en cette période électorale cruciale. Là, nous parlons de l'élection présidentielle à venir. Page 53, la victoire du candidat de ce parti est loin d'être acquise. Bien. C'est terrible. C'est terrible. Oui, je vais vous répondre vite. Alors là, vous avez encore la preuve de l'incohérence de votre invité. Voilà quelqu'un qui vient vous dire qu'elle ne venait là que de passage pour rendre service parce qu'elle a tellement à offrir que bon, ben, il aurait même fallu lui faire un trône parce que bon, voilà. Et puis, la bonne question qu'il faudra peut-être lui poser après, c'est qu'est-ce qu'elle a trouvé bon là-dedans? Parce que, voilà, depuis tout à l'heure, je n'ai pas voulu le lire, hein, mais je le savais, je vous l'ai dit. Bon, maintenant, vous m'en donnez la preuve non seulement avec les mails que j'ai reçus au préalable et avec les citations. Je n'ai pas entendu une seule bonne citation. Je n'ai pas entendu un seul bon, un seul compliment, rien. Que des insultes, que des injures, que des jugements. Oui, non, mais je parlais des appréciations des gens. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi aimer son... Vous pensez que cette dame-là... Attends, oui, non, mais au-delà de ça, comment voulez-vous diriger une structure dans laquelle vous n'aimez personne? Et elles le lui ont bien rendu, hein? Elles le lui ont bien rendu. Et c'est elle-même qui a démissionné. Bon, alors, donc... vous venez de me dire que, voilà, voilà, la fédération ne mobilise pas... Et tatati, tatata. Et Jenny, je crois que vous étiez là samedi dernier à la seule fête, à la seule manifestation que la fédération organise ici en France, Dixit, voilà. Elle n'a que des compliments pour moi. À côté de ça, il faut que je sois gentil. Alléluia. Bon, donc, pourquoi cette dame s'évertue-t-elle à casser, à dénigrer, à descendre, à juger quand elle n'était pas intéressée par cette fédération? Pourquoi? Dans quel but dénigre-t-elle un recensement de 2000 personnes qui a été vérifié par l'ambassadeur, vérifié par le consul général ici en France, envoyé au Gabon, vérifié par le secrétaire national, notre supérieur direct, et qui, excusez du peu, et c'est le directeur de cabinet politique lui-même, à l'époque c'était M. Pacom Moubele Boubeya, qui était venu officialiser la chose après avoir mené toutes ces enquêtes. Et cette dame, comme elle ne voulait pas la réussite de votre serviteur, elle s'est vertue, elle n'a jamais réussi, mais encore aujourd'hui, 15 mois après qu'elle soit sortie de cette fédération, elle continue à soutenir les vraisemblables. Alors moi je vais vous dire, le recensement de 2000 personnes, je répète, a été avalisé par l'ambassadeur au représentant du Gabon, M. Ngoyo Moussavou,
avalisé par le secrétaire général Jean-Louis Kombila. Il a été proclamé par Axel Ayenoué, qui était à l'époque notre supérieur direct, le secrétaire national, et il a été diffusé sur les antennes de la RTG, Radio-Télévision Gabonaise. Bon, ça fait souffrir mon ex-camarade, mais vous-même, vous savez que si ça l'a fait souffrir, c'est parce qu'elle m'aime beaucoup et qu'elle voulait que je réussisse. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Encore une fois, bon, on a la preuve qu'on juge un livre sur la base du Congossa. On a dit, mais on ne l'a pas lu. Et on parle de décrire une situation en termes de casser. Monsieur Aperano a dit des choses qui, à mon sens, sont très graves. Il a dit en d'autres termes que quand il y avait le parti unique, tout allait bien. Depuis 90, il y a eu le multipartisme, il y a eu la démocratie, et cette démocratie a tout détruit. Mais ce qu'il oublie, c'est que de 90 à 2009, le Gabon était toujours dirigé par le Parti démocratique gabonais. Bien sûr, et auquel j'ai démissionné parce que les façons de faire à l'intérieur, il y a beaucoup de mensonges. À l'intérieur du PDG. Alors, les façons de faire à l'intérieur du PDG. Je vais finir d'abord ma pensée par rapport à ce qu'il a dit. C'est quand même grave de dire que la démocratie a tout détruit. Et que si aujourd'hui, on se retrouve avec le fait qu'il n'y ait pas assez d'établissements scolaires, qu'il n'y ait pas assez de place dans les hôpitaux, etc., il y a eu un manque de vision. Mais ce manque de vision, on ne peut pas l'imputer à ceux qui ont toujours dirigé, qui dirigent le pays depuis 50 ans. C'est-à-dire le Parti démocratique gabonais et Bongo père et Bongo fils. Donc, allons comprendre quelque chose. Et M. Aperano insiste pour dire que les problèmes dans les établissements scolaires, ce n'est pas particulièrement important. Qu'à cela ne tienne. Dans mon livre, je parle de la situation des Gabonais, de la situation du Gabon. Qu'est-ce que j'ai vu faire au Parti démocratique gabonais? Dans mon chapitre 3, je parle de la politique du tout blanc ou du tout noir. Oui, je vais revenir sur la politique du tout noir ou du tout blanc parce que c'est ce que mon interlocuteur est en train de faire. Vouloir décrire en blanc ce qui est noir. Vouloir nier les évidences. Quand il dit les retours qu'il a eu de mon livre, mais il les a eu des PDGistes enclins au déni parce qu'ils n'acceptent pas la critique à l'intérieur. Et pourtant, ce sont eux qui parlent de dialogue. Les problèmes que j'ai soulevés, il est là. La Fédération PDG de France, ils devraient me remercier pour mon livre parce que c'est pour interpeller les autorités. Ils n'ont pas de budget de fonctionnement. Il n'y a pas de budget. Quand je dis que la seule activité qu'ils organisent, c'est le 12 mars en différé, ils prennent ça comme une attaque. Mais c'est une vérité. Qu'ils nous disent, depuis le 12 mars dernier, quelle activité a été organisée sur le terrain. Faire en tant que responsable, premier responsable du PDG en France, selon ce qu'il aurait fallu faire je ne suis plus dans ce parti, mais ce qu'il aurait fallu faire déjà dans un premier temps, c'est que quand on a des structures sur le terrain, ces structures doivent pouvoir fournir des programmes d'action, des plans d'action. Il faut connaître le terrain. On fournit un plan d'action et à partir de ce plan d'action, on débloque un budget de fonctionnement pour pouvoir occuper le terrain, pour pouvoir travailler. Or, ce que j'ai vu au Parti démocratique gabonais quand je suis arrivée, c'est que déjà, il n'y avait pas de plan d'action. Il n'y a pas de plan d'action. Les militants, on ne les connaissait même pas. Ils ont fait, on a demandé un recensement en 2012 sur la base de ce que moi j'avais demandé au secrétaire général en lui disant que quand je suis arrivée au Parti démocratique gabonais, je n'ai même pas trouvé de fichier de militants. Il n'y avait rien. Donc il fallait à ce niveau-là refaire un recensement pour revoir la cartographie du parti sur le terrain et à partir de cette cartographie, voir l'existant et mettre en place une stratégie de déploiement. Mais voilà, ça n'a pas été fait, ça n'existe pas. La seule fois où Libreville se mobilise pour envoyer de l'argent, c'est pour le 12 mars en différé. Pour mener les autres actions, il n'y a rien. Et comme je l'ai dit dans mon livre, il faut attendre qu'un hiérarque du parti passe par là, il organise une réunion. Mais ce que j'ai vu, c'est que chaque réunion est organisée. Dès qu'il y a de l'argent qui est déposé, les participants à la réunion se partagent cet argent. Voilà, parce que c'est le problème. Ça veut dire que, regardez aujourd'hui, quand je dis que le problème, l'une des représentations qui a été induite par le Parti démocratique gabonais, c'est que quand on y milite, dès qu'on a un poste, on s'enrichit facilement. C'est la représentation qui est là.
et qui fait que beaucoup se battent pour avoir des postes, beaucoup se battent pour être vus, simplement parce qu'ils savent qu'une fois qu'on est à un poste, le mouton broutant là où il est attaché, on va s'en mettre plein les poches. Et donc, c'est ce que j'ai appelé l'enrichissement facile et sans effort. Ça, c'est un problème. Au PDG, comme vous voyez bien, lorsque vous parlez des idées, aujourd'hui, lorsque vous parlez du Parti démocrate, lorsque vous regardez aujourd'hui sur la scène nationale, dès qu'un éarque part du parti, de quoi l'accuse-t-on? Monsieur Barraud-Chambrier, qui est un élu, qui est quelqu'un d'instruit, qui est un brillant économiste, qui a été au FMI pour le compte du Gabon, qui a été ministre, il se lève pour dire, avec d'autres députés élus, pour dire qu'au niveau du parti, les choses ne vont pas, le parti ne fonctionne pas comme il devrait. Il demande un congrès de clarification. Du côté de l'opposition, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas terminé. Ils sont exclus du parti. Ils ont quand même été exclus. On ne leur a pas donné la possibilité de dialoguer. C'est après l'exclusion qu'on leur a dit qu'ils peuvent revenir pour le dialogue à leurs souhaits, à leur demande. Mais qu'est-ce qui se passe? Dès que quelqu'un est chassé et n'est plus en bon terme avec le parti, quel est le motif qu'on lui colle? Détournement de fonds. Aujourd'hui, Monsieur Mabiala, dès qu'il est entré dans Héritage et Modernité, il a fait de la prison, on l'a accusé d'avoir détourné des fonds. Dans le même temps, il a occupé des hautes fonctions. Il a été directeur de cabinet adjoint du président, on l'accuse d'avoir détourné des milliards. À quel moment les a-t-il détournés? Je n'ai pas fini. Voilà, à M. Ngizouba Dama, à l'heure où nous parlons, j'ai écouté, j'ai entendu M. Bilé Binzé, porte-parole du gouvernement sur RFI, dire que M. Zoubandama a détourné des milliards pendant qu'il était à l'Assemblée nationale. Et à l'heure où je vous parle, le responsable des finances de l'Assemblée nationale a été arrêté. Mais M. Zoubandama a dirigé l'Assemblée nationale pendant 19 ans. À quel moment s'est-on rendu compte des détournements? Il a fallu qu'il quitte le parti, qu'il démissionne, qu'il se porte candidat pour que tout d'un coup ces détournements viennent à la lumière. Et c'est ce qui se passe pour tous ceux qui quittent le parti aujourd'hui et qui se mettent, qui disent qu'ils ne sont plus d'accord. Pourquoi on les accuse de détournement? Mais parce que c'est la pratique. C'est eux-mêmes qui sont en train de confirmer ce que j'ai écrit dans mon livre. Pourquoi on ne les accuse pas d'autre chose? Pourquoi on ne les accuse que de détournement? Parce que c'est leur pratique. Et aujourd'hui, ça laisse voir que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont tous des détournements à leur compte, mais que ces détournements sont couverts tant qu'ils sont admis au pouvoir. Et dès qu'ils ne seront plus admis au pouvoir, comme ils l'ont fait pour Mabiala, comme ils l'ont fait pour Zoubandama, on va faire ressortir leurs détournements. Aucune entreprise ne paye l'impôt au Gabon, mais il a fallu que Chantal Miboto fasse une déclaration dans laquelle elle remet en cause sérieusement la famille présidentielle pour que le lundi même, son entreprise soit fermée pour redressement fiscal. On se rend bien compte que les problèmes que eux-mêmes attribuent à leurs anciens camarades tournent toujours autour des détournements. Donc ça veut dire, comme je l'ai écrit dans mon livre, que ce sont des pratiques courantes dans ce milieu, mais qui sont couvertes. D'un côté comme de l'autre, parce que ces barons du régime, on va dire, quittent le bateau. On les accuse de détourner de l'argent. En même temps, ce sont ces mêmes personnes qui ont quitté le régime qui se proclament comme étant les sauveurs de la nation, les sauveurs du pays. Monsieur Aperano. En effet, il est notoire de relever encore cette incohérence. Voilà des barons du régime, septuagénaires, milliardaires, en francs CFA, mais milliardaires quand même, souvent par dizaines, et confrontés à la rigueur et à l'efficacité de la gestion d'Ali Bongo Ondimba, n'y trouvant plus leur compte, ils préfèrent sortir du bateau. Jusque-là, je n'ai rien à redire. Mais quand on constate que ces septuagénaires pratiquent la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire pronostiquer et tout faire pour que le parti qui les a vus grandir, le parti qu'ils ont contribué à construire, quand ils s'appliquent à le détruire, là, il y a, comme dirait mon grand-père, un problème psychologique qu'il faut noter. Cette politique de la terre brûlée, qui veut que je ne suis pas d'accord avec le président, je ne suis pas d'accord avec ce qui se fait, je ne suis pas d'accord avec le changement, je m'en vais, est quelque chose à noter. Qu'est-ce qu'ils devraient faire à votre avis? Mais partir tout simplement et faire valoir leur droit à la retraite et s'occuper de leurs petits-enfants.
très nombreux au passage. Pourquoi aller combattre quelque chose qui est en train de marcher, si ce n'est les intérêts personnels? Et mieux encore, regardez l'incohérence en question, parce que les dossiers dont Madame Ndong vient de parler, là, en l'occurrence des milliards détournés à l'occasion d'une construction d'annexe à l'Assemblée nationale qui n'a jamais vu même pas la première pierre. Qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est connu, hein, c'est de notoriété publique. Toléré par le système, bon, ok, pour des raisons de paix, ou je sais pas, bon, de gestion, bon, parce que il faudrait en mettre beaucoup certainement en prison, mais ces gens-là en passent. Oui, mais regardez. Oui, pourquoi pas, ça peut arriver un jour ou l'autre, mais bon, ça dépend quand même des pans entiers qu'il faut faire. Le changement brutal est toujours accompagné des fusions de sang. Le changement dans la sagesse, le changement tempéré, modulé est plus efficace et nous emmène un peu plus loin. Je pense que c'est dans cette ligne-là que Ali s'inscrit. Maintenant, que quelqu'un en déni complet avec les actes qu'il a posés vient s'opposer au changement effectif tel que je vous l'ai décrit depuis tout à l'heure en termes d'infrastructure au moins. Je passe la gestion sociale, la veuve, l'orphelin, la décennie de la femme, la CNAM, le programme Graines, tout ça. Je passe tout ça, mais rien que sur le plan des infrastructures, c'est un bénéfice énorme. Et ces gens-là se montent contre le changement en question et vont dans le camp d'en face. Et devinez qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez observé, Génie? Ils deviennent des saints. On le reçoit comme les sauveurs. Alléluia. Venez chez moi, monsieur Nzobadama. Venez chez nous, monsieur Ping. Venez chez nous, monsieur Toutoumeman. Vous êtes nos sauveurs. Vous allez nous aider à faire partir le système. Seigneur Dieu, mais ce sont eux qui ont fait le système. Ils ont changé en quoi? Ce sont ces personnes-là qui sont porteurs du changement, du changement dont on a besoin. Alors, vous voulez dire, si je vous entends, oui, pratiquement arrivé à la fin de l'émission, quel homme ou quelle femme pour diriger le Gabon? Mais quelqu'un qui a déjà montré le changement. Quelqu'un qui a déjà... Mais écoutez, tout le monde sait très bien que dès ses premières années en politique, au sein du Parti démocratique gabonais, ce jeune homme, dans les années 1990, a mis en place, a créé un courant qu'on appelait le courant des rénovateurs. Très connu, l'ambassadeur Ngoyo Moussafou en faisait partie. Si vous l'invitez un jour, il vous le confirmera. Qui c'est qui le combattait à l'époque? Ce qu'on appelait les caciques. Et qui étaient les caciques? Ceux qui aujourd'hui combattent son changement. Parce que c'est le courant des rénovateurs qui est aujourd'hui aux affaires. Et le courant des rénovateurs produit des effets. Et qui est donc, et de cette description, qui est réfractaire au changement? Les anciens caciques qui aujourd'hui sont des septuagénaires que l'opposition... Ça peut ne pas être la seule raison, c'est que peut-être il n'y a plus d'argent. Et de l'argent qui va là où il faudrait aller, là où il faut qu'il aille. Mais gloire à Dieu pour la venue d'Ali Bongo Ondimba. Parce que quand il y avait beaucoup plus d'argent sous Omar et qu'on pouvait se tolérer toute la souplesse avec laquelle Omar a géré le Gabon pour gagner la paix, bon, on n'a pas vu de résultat. Encore une fois, je répète, de 90 à 2009, il n'y a rien eu de concret. Il n'y a eu que des destructions. Bon, il a fallu attendre 2009 pour que nous voyons des choses apparaître. Le stade de l'amitié, des nouvelles routes, la route de Port-Gentil. Moi qui suis de Port-Gentil, je vais enfin pouvoir partir chez moi en voiture. Il a fallu qu'Ali Bongo Ondimba vienne voir ça. Il a fallu qu'Ali Bongo Ondimba vienne au pouvoir pour que le Gabonais retourne à la terre. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce sont des choses mais notables qu'il faut préserver. Et c'est cet homme-là à qui il faut donner l'opportunité de continuer son travail. Et les gens qui s'élèvent contre Ali Bongo Ondimba sont les mêmes qui l'ont combattu quand il était en train de créer le courant des rénovateurs. Et ils le combattent encore aujourd'hui quand il est en train d'essayer de relever le parti. Encore une fois, pour terminer, Eugénie, vous savez, le changement, ça ne se décrète pas. Le changement, il ne s'agit pas de venir dire j'ai changé, je vais vous faire le changement. La personne, pour qu'elle soit crédible, il faut qu'elle puisse dire dans son être intérieur, dans son mode de vie, dans ses pensées, dans ses actes, qu'elle puisse se prévaloir d'un ou deux exemples sur lesquels on puisse dire il est crédible. Ni le mec, le gars avec son annexe là, qui continuera à avoir des problèmes avec les annexes, ni le gars avec les 1000 diplômes, là, 1000 maisons, 1000 terrains, voilà,
ni le gars là qui est tellement lié au pouvoir qu'il a même des enfants et qu'il est parti à l'Union africaine, il n'a même pas été élu là-bas, il n'a même pas été réélu. Ils n'ont pas changé. M. Pi n'a pas changé. Il va encore être battu aux élections, comme il a l'habitude d'être battu. Il va encore accuser Ali Bongo Ndimba, comme il a l'habitude de l'accuser, mais ils n'ont pas changé. Ce ne sont pas eux qui sont porteurs du changement au Gabon. Il n'y a qu'Ali Bongo Ndimba qui, dans son histoire politique, dans son cursus politique depuis les rénovateurs, en passant par le ministère de la Défense, a démontré qu'il était habité de la volonté de changer le Gabon. Et là, vous pouvez applaudir la salle. Et ce sera votre mot de fin. Laurence, donc votre mot de fin à vous également. Je pense que si on parle du mot de fin, il aura eu plus de temps de parole que moi. Donc, je vais répondre sur un certain nombre de points qu'il a évoqués. D'abord, je suis outrée de voir la manière avec laquelle la condescendance et le manque de respect avec lequel il parle des aînés qui ont dirigé ce pays et qui ont certainement des références et des parcours que lui n'a pas. Donc déjà par rapport à nos coutumes gabonaises, et s'il avait lu mon livre, il aurait vu que ce sont des choses que je condamne, où je dis que c'est pas parce qu'on est en politique qu'on ne doit pas respecter les aînés et que l'injure et le manque de respect ne sont en aucun cas des armes à utiliser en politique. Surtout pas quand on est africain, quand on est gabonais, c'est pas l'éducation que j'ai reçue. Donc parler comme ça de M. Ntoutou-Mémane qui a été Premier ministre, de parler comme ça de M. Jean Ping qui a dirigé quand même la commission de l'Union africaine, je pense que ce parcours-là, je ne pense pas que mon interlocuteur l'aura un jour. Et quand on parle de septuagénaire, je ne pense pas que M. Barreau-Chambrier soit un septuagénaire, ni que M. Menga soit un septuagénaire, ni que tous les autres députés qui ont démissionné à la suite de M. Zouban-Dama soient des septuagénaires. Ce sont des raccourcis qui prouvent à suffisance qu'on a un manque d'arguments et qu'on ne connaît pas le paysage politique et on ne sait pas pourquoi les gens démissionnent. Évidemment, l'une des raisons que M. Zouban-Dama a donné en démissionnant, et ça se vérifie quand on suit l'actualité gabonaise, c'est qu'on ne comprend pas. On dit qu'Ali Bongo a amené des changements, mais un changement n'est pas toujours positif. Ce sont des changements qui sont négatifs. Je prends un exemple simple. Il y a un parlement. Le Parlement au Gabon, l'Assemblée nationale compte 120 députés. Sur les 120, il y a 114 qui sont du PDG. Le président Ali Bongo Ondimba et son clan ont pris l'habitude de légiférer par ordonnance. Donc, mettons l'Assemblée nationale de côté, évitant ainsi tout débat parlementaire et imposant des textes de loi, parfois... Cas isolé, hein, en Afrique. Oui, mais sauf que pour lui, ce ne sont pas des exemples positifs. Ce ne sont pas des exemples positifs, même s'il y a d'autres pays qui le font. Ces exemples ne sont pas positifs. Je prends un exemple. Ils ont créé des juridictions au Gabon l'année dernière, en fin d'année, au mois de novembre. Ils ont créé des juridictions sans passer par le Conseil supérieur de la magistrature. Et la manière, ils ont légiféré par ordonnance pour créer ces juridictions. Et le bâtonnier a saisi la Cour constitutionnelle. Le bâtonnier a saisi la Cour constitutionnelle pour montrer l'aspect illégal de la formation, de la création de ces juridictions. La Cour constitutionnelle, la loi obligeant, a dissous ces juridictions qui avaient quand même été créées par le chef de l'État par ordonnance. Ça prouve un dysfonctionnement à la tête de l'État. Quelque chose... Et que pour une fois, la Cour constitutionnelle a rendu le droit. Elle a rendu le droit. Ils ont marché, mais ça montre aussi que notre président de la République prend des ordonnances qui ne cadrent pas avec la Cour constitutionnelle, alors qu'il est le premier garant de la loi. Et c'est ça qui est grave. Lorsqu'il dit que ceux qui combattent Ali Bongo aujourd'hui, c'est ceux qui étaient dans le camp des rénovateurs et qui l'ont toujours combattu, etc. Et que ceux qui sont les caciques qui l'ont toujours combattu, comme j'ai dit, Barreau-Chambrier n'était pas cacique. Mais aujourd'hui, parmi ceux qui sont autour d'Ali Bongo Ondimba, qu'est-ce qu'on a vu en juin dernier? On a vu la création du mouvement gabonais pour Ali Bongo Ondimba, le Mogabo. Le Mogabo devait faire exactement ce que le parti doit faire. Donc le Mogabo était une structure qui a été créée par des leaders du Parti démocratique gabonais, membres du bureau politique, membres du comité permanent du bureau politique, qui sont les deux plus hautes instances du parti. Et ce Mogabo avait pour but de défendre le programme du président de la République, de défendre la politique d'Ali Bongo. Il s'était attribué les mêmes attributions que le parti. Et je sais de quoi je parle puisque j'ai été approchée, je devais être la responsable du Mogabo en France et j'ai décliné. Et d'ailleurs, quand ils ont fait leur réunion, je ne suis pas venue. Donc, je sais de quoi je parle. Ces personnes qui étaient prêtes à l'intérieur du parti à créer un mouvement qui devait concurrencer le parti
ce sont elles qui sont aujourd'hui autour d'Ali. Et ceux qui, comme Barreau Chambrier, se sont érigés contre la formation du Mogabo en disant mais une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Vous ne pouvez pas, en étant à l'intérieur, créer des structures qui sont antagonistes, qui sont rivales au parti. Si vous trouvez qu'il y a des choses à redire au parti, asseyons-nous et discutons. C'est ce Barreau Chambrier qui, lui, voulait le bien du parti, qui voulait un congrès de clarification pour que le parti reparte sur de bonnes bases. C'est lui qui a été exclu. C'est eux qui ont été exclus. Donc, tous ces arguments, ce sont des arguments fallacieux. Lorsqu'on parle de la bonne gestion d'Ali Bongo Ondimba, il y a des problèmes qui se posent. On me parle des routes. Moi, j'étais au Gabon. Les routes qui ont été construites, ce sont des routes entre les capitales. Mais les routes que les Gabonais empruntent tous les matins pour aller travailler, elles n'ont pas été faites. Moi, je peux montrer à M. Aperano des vidéos que j'ai faites des routes à Port-Gentil, dans la ville. Je l'ai sur mon portable, je vais vous la montrer. Il est impossible de circuler dans la ville. Il est impossible de circuler à Libreville parce que les routes ne sont pas faites. Il suffit d'aller à Nzengayon, là. Je suis allé devant ce qu'on appelle le lycée islamique. Vous ne pouvez pas passer avec votre voiture. Pourquoi faire des routes de province quand les routes que les Gabonais empruntent le matin pour aller travailler ne sont pas accessibles? Et on sait que la majorité de la population réside à Libreville et à Port-Gentil. Rien que pour sortir de Libreville, la route n'est pas faite. La route n'est pas terminée. Donc, Ali Bongo a fait aussi des arbitrages budgétaires qui sont répréhensibles. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'Ali Bongo est l'homme providentiel. Les changements dont on parle, on ne peut pas les citer. Ce qui a été fait est minime. Ali Bongo, aujourd'hui, a montré ses limites avec ceux qui gouvernent avec lui. Pour l'instant, vous savez, on a l'habitude de dire on ne sait pas qui on... Vous savez, le système de conservation du pouvoir, c'est quoi? Le régime de conservation du pouvoir vous dit, celui que nous avons n'est pas bon, mais au moins il est là. Il n'a pas atteint les objectifs qu'il avait fixés, mais il a quand même fait un peu, gardons-le, parce qu'on ne sait pas qui vient. Non, quand quelqu'un a montré ses limites, on le change et on donne la chance à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre saura que s'il ne tient pas aussi ses engagements, de la même manière que le peuple a vomi son prédécesseur, lui aussi sera vomi. Je n'ai pas de nom à vous donner parce que je ne connais pas les autres, mais de ce que j'ai vu faire au Parti démocratique gabonais, de l'État, je ne me présenterai pas, de l'État dans lequel le pays est, ce parti, 50 ans de Bongo PDG, c'en est assez, ils n'ont plus rien à nous offrir, ils ne pourront pas changer le Gabon positivement, il faut qu'on passe à autre chose, nous devons tourner la page de ces 55 ans de Bongo PDG. Voilà, c'était un grand débat. Je vous remercie, Laurence Dong, d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous également, Dieudonné Taïro Aperano, et à très bientôt. À très bientôt, Eugénie. Merci beaucoup. Très bientôt. Au revoir.